Denis de nous avoir rejoints ici pour cette nouvelle séquence du Paris-Saclay Summit 2026. Nous sommes ensemble cet après-midi à Centrale Supélec dans la salle André Michelin. Dans la session qui va suivre, on vous propose un focus sur l'hémophilie. Longtemps, vivre avec cette pathologie signifiait vivre avec la contrainte permanente du risque hémorragique. Bien heureusement, la recherche a profondément changé cette réalité et la qualité de vie, le quotidien de ces patients, surtout ces dernières années. Pour comprendre toutes ces avancées, je vous propose d'accueillir Cécile Denis. Elle est directrice de recherche INSERM à l'unité hémostase, inflammation, thrombose à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Tout est bon. Cécile Denis va s'entretenir avec Lionel Cavicchioli, responsable de la rubrique santé chez The Conversation. On vous écoute. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Cécile Denis. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Quand on a préparé cet entretien, moi ce qui m'a frappé, c'est que, on va le voir tout à l'heure, les connaissances sur l'hémophilie ont été accumulées très récemment. Par contre, cette maladie, on la connaît depuis très très longtemps et les traces écrites remontent à très très loin, les premières traces écrites que l'on connaît. Oui, bonjour à tous. Effectivement, c'est vraiment fascinant puisque l'hémophilie, enfin le terme, il n'existe que depuis environ à peu près 200 ans. Par contre, et si je peux avoir la première diapositive, s'il vous plaît, il est question d'une maladie qui est l'hémophilie déjà, je veux dire, 2 siècles avant Jésus-Christ, dans un texte ancien du Talmud. Effectivement, si la diapositive s'affiche, il était écrit donc, dans ce texte très ancien que si une femme avait eu 2 garçons, 2 nourrissons mâles qui étaient morts à la suite du rituel de la circoncision, alors elle pouvait être dispensée de faire circoncire son 3e fils. Là, clairement, on est dans une description de l'hémophilie, même si le terme hémophilie, effectivement, n'existait pas encore à l'époque. Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que ce sont les garçons qui sont concernés et qui sont touchés. Oui, alors c'est vraiment une spécificité de l'hémophilie puisque les femmes sont considérées comme conductrices de l'hémophilie puisque les gènes responsables de l'hémophilie sont localisés sur le chromosome X, les femmes ayant 2 chromosomes X, les hommes un seul chromosome X. Donc les hommes sont atteints par la pathologie alors que les femmes sont conductrices. On peut le voir vraiment de façon illustrée, je pense qu'on peut le voir sur la diapositive suivante, c'est l'arbre généalogique de la reine Victoria, puisque l'hémophilie, on l'appelle la maladie des rois et des reines. Et la reine Victoria, elle était conductrice d'hémophilie, et donc elle a eu 9 enfants, dont un garçon qui était malade et donc qui est mort prématurément, et 2 filles qui étaient conductrices, et par le biais des mariages royaux de l'époque, en fait, l'hémophilie s'est disséminée dans plusieurs cours royales en Europe, dont la cour royale en Prusse, en Espagne, et la famille impériale en Russie. Oui, parce que pour bien comprendre, du point de vue génétique, quand un enfant naît, il possède 2 chromosomes X si c'est une fille, dont un vient du père et l'autre de la mère. Tout à fait. Donc, si on veut parler de la transmission, la diapositive suivante vraiment va l'illustrer parfaitement. Effectivement, si par exemple vous avez une femme conductrice, donc il y a un de ses chromosomes X qui est atteint par l'hémophilie, elle va donner son chromosome X à son fils ou à sa fille, et donc elle aura une chance sur 2, ou un risque sur 2 que sa fille sera conductrice, et un risque sur 2 que son garçon sera hémophile. Par contre, si c'est le cas d'un homme hémophile, là par contre, lui donne son chromosome Y à ses fils, et son chromosome X à ses filles. Donc les fils seront sains. Par contre, toutes les filles seront conductrices. Et donc ça a eu des conséquences historiques. On parlait tout à l'heure de la cour des Romanov, de la cour de Russie. Si vous pouvez nous dire un peu ce qui s'est passé par rapport à l'hémophilie et pourquoi on dit que c'était la maladie royale et qu'elle a participé à la révolution russe. Exactement. L'hémophilie se mêle un petit peu à la grande histoire, l'histoire avec un grand H. Sur la diapositive suivante, on va voir la photo du petit tsarevitch, en fait, qui était l'héritier de la famille royale. Donc sa mère, c'était la petite fille de la reine Victoria. Sa mère était conductrice d'hémophilie. Lui était hémophile sévère. Bon, mais il a été malheureusement tué lors de la Révolution russe. Mais il était donc atteint d'hémophilie. On le voit d'ailleurs avec son pied posé. On en reparlera en fait parce qu'il avait le genou très atteint. Et on dit que l'hémophilie a contribué un petit peu à la Révolution russe, puisque pour soulager leur fils, la famille impériale de Russie avait invité en fait à la cour ce fameux moine Raspoutine dont tout le monde en a entendu parler.
et qui est devenu très très influent parce qu'il arrivait à force de prière et un peu d'hypnose à soulager les douleurs. Et il a pris une énorme influence à la cour de Russie. Ça a vraiment contribué à faire augmenter la défiance vis-à-vis du pouvoir impérial. Parce que ça, c'est un point important. L'hémophilie, on en a très souvent une idée fausse. On imagine quelqu'un qui va se couper, quelqu'un qui va saigner beaucoup. Bon, ça c'est vrai, les gens hémophiles saignent beaucoup, en tout cas plus longtemps que les autres. Ils ne saignent pas plus que les autres, mais ils saignent plus longtemps. Plus longtemps, oui. Mais c'est pas les seuls symptômes de l'hémophilie. Et parmi les symptômes, on voit sur cette photo que le petit Tsarevitch se tient avec la jambe pliée et le pied surélevé. Et la raison à ça, c'est son hémophilie. Exactement. Les symptômes principaux de l'hémophilie, effectivement, c'est pas tout d'un coup une perte de sang massive. Vous n'allez pas vous vider de votre sang comme ça. Par contre, vraiment, le symptôme principal, ce sont les saignements internes, intra-articulaires. On peut le voir sur la diapositive suivante. Où on voit en fait que c'est surtout les grosses articulations qui sont touchées, parce qu'à cause des micro-traumatismes répétés, vous voyez le genou de ce jeune garçon, qui en fait c'est ce qu'on appelle une hémarthrose, c'est vraiment le symptôme le plus fréquent de l'hémophilie et le plus handicapant en fait. Et ces saignements répétés vont aboutir à une destruction du cartilage, de l'os, petit à petit, comment dire, une destruction de l'articulation complète et un handicap moteur sévère qui va devoir conduire à la pose de prothèses chez des très jeunes patients. C'est ce qu'on appelle l'arthropathie hémophilique. Et on parlait tout à l'heure de soulager le petit Tsarevitch. Et effectivement, c'est en plus une maladie qui est très douloureuse parce que ces saignements créent des douleurs intenses. C'est effectivement selon ce qu'on en discute avec les patients, apparemment, quand ils ont des hémarthroses comme ça, effectivement, c'est extrêmement douloureux. Vous imaginez bien une articulation, comme on peut le voir sur cette photo, il est impossible de tendre la jambe. Et puis après, effectivement, il y a vraiment des grosses difficultés à la marche. Donc, c'est ça, les symptômes principaux de l'hémophilie, c'est ça. C'est vraiment ces saignements internes dans les grosses articulations, genoux, coudes et chevilles, en fait. Et on disait tout à l'heure que l'hémophilie était transmise de façon génétique, était une maladie héréditaire. C'est aussi une maladie dont des cas spontanés peuvent survenir. Effectivement, c'est d'abord effectivement une maladie congénitale, mais dans 30% des cas, donc c'est pas rien, 30% des cas, c'est une mutation de novo. Donc il n'y a pas eu d'histoire familiale d'hémophilie avant. C'est une mutation qui intervient au moment de la fécondation, qui intervient soit dans l'ovocyte donné par la mère, soit dans le spermatozoïde donné par le père. Et d'ailleurs, à ce propos-là, en fait, il y a une petite hypothèse qui circule, c'est que parfois on dit comme ça que les hommes peuvent avoir des enfants jusque très âgés, et c'est vrai, des pères, on peut devenir père à 70 ans, à 80 ans, sauf que ce n'est pas non plus sans conséquence, parce que plus le père est âgé, plus il y a des risques qu'il y ait ces mutations qui interviennent. Et si c'est sur le chromosome X, comme pour l'hémophilie, en fait, ils vont transmettre un chromosome X muté à leur fille, mais après, ce n'est pas leurs filles qui seront atteintes, puisqu'elles auront ces deux chromosomes X, ce seront leurs petits-fils qui éventuellement seront malades. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, même si pour l'instant, ce n'est pas totalement prouvé, mais il y a vraiment de plus en plus d'éléments qui montrent que c'est le cas. Et c'est d'autant plus préoccupant, entre guillemets, que les gens ont des enfants de plus en plus tard aujourd'hui. Et effectivement, on pense souvent à la limite biologique à laquelle sont confrontées les femmes, mais celle des hommes passe plus facilement inaperçue. Elle existe probablement également. Elle existe plus, mais elle est moins visible, mais ce n'est pas à négliger non plus. Donc, il ne faut pas avoir des enfants trop tard, en fait, en tout cas. Et cette maladie n'est pas dépistée systématiquement. Je pense à ces 30% de cas qui sont des cas spontanés. Donc, est-ce qu'il y a des symptômes ? Comment est-ce qu'on... Alors, effectivement, dans le cas des cas nouveaux, en fait, qui ne sont pas familiaux, il faut bien sûr faire la pose du diagnostic. Alors souvent, ça arrive dans des conditions assez dramatiques, puisque c'est parfois au niveau d'une hémorragie intracrânienne au moment de la naissance. Donc ça, c'est quand même assez important. Et sinon, généralement, on le voit au moment de l'acquisition de la marche, puisque les enfants se cognent et tout ça et tout. Et là, il peut y avoir vraiment des symptômes très importants avec des gros hématomes musculaires. Donc c'est généralement à ce moment-là que le diagnostic est posé, soit périnatal, soit au moment de l'acquisition de la marche. D'accord.
Et à partir de quel moment est-ce qu'on a compris les mécanismes à l'origine de l'hémophilie? Parce que c'est une maladie, on l'a dit, qu'on connaît depuis très très longtemps. En revanche, la compréhension fine de ces mécanismes, elle est assez récente. Mais comment s'est déroulée la compréhension de cette maladie? Oui. Alors, effectivement, vous avez raison de le dire, on la connaît, cette maladie, comme je disais, depuis plus de 20 siècles, mais les mécanismes, on les a découverts en fait courant du XXe siècle, donc courant du siècle dernier, petit à petit, en découvrant les facteurs de la coagulation, comment ils interagissaient les uns avec les autres. Au tout début du XXe siècle, il y a eu les premiers facteurs de la coagulation qui ont été identifiés, puis dans les années 50, notre compréhension a encore augmenté, on a découvert d'autres facteurs de la coagulation, et c'est vraiment dans les années 60 qu'on a pu décrire la cascade de la coagulation, alors pas dans son intégralité, mais déjà une bonne idée de à quoi ça ressemblait. Oui, donc avant de comprendre pourquoi le sang ne coagulait plus, il fallait comprendre comment le sang coagulait. Oui. Et ça n'a pas été simple, parce qu'on va le voir maintenant sur la slide suivante. Oui. La coagulation, c'est un phénomène extrêmement complexe. C'est très complexe. Alors rassurez-vous, je sais que la diapositive est très compliquée, je ne vais pas du tout la décrire. Il y a quelques trucs à retenir. C'est en fait pour former de la fibrine. La fibrine, c'est le gel en fait qui va colmater la brèche vasculaire, donc le trou dans le vaisseau, si je peux dire. Voilà un petit peu, c'est toute une cascade d'événements qui vont se produire. Et vous voyez, il y a des éléments en vert et des éléments en rouge. En vert, c'est ce qui va permettre à la coagulation de se faire. C'est ce que j'appelle les facteurs procoagulants, les accélérateurs. Par contre, en rouge, c'est les facteurs anticoagulants, donc les freins, qui font en sorte non plus que le phénomène ne va pas totalement devenir hors de contrôle, parce que vous ne voulez pas non plus qu'il y ait une coagulation qui soit trop importante, parce que sinon vous allez de l'autre sens, vous allez vers la thrombose. Donc il faut que ce soit vraiment un équilibre qui soit très très finement régulier. Donc ça, cette cascade de la coagulation, on a mis vraiment quasiment tout le XXe siècle à comprendre comment elle fonctionnait parfaitement. D'accord. Et cet équilibre, il est présent en permanence dans tout le compartiment sanguin, dans tout notre sang. C'est en permanence un jeu d'équilibre entre coagulation et la coagulation qu'il faut, mais un peu, mais pas trop, en fait. Voilà, c'est cet équilibre qui doit être maintenu, et donc n'importe quel déséquilibre fait que ça bascule dans un sens ou dans l'autre. Et chez les hémophiles, justement, comment est-ce que ça bascule? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pendant longtemps, on a cru qu'en fait, chez les hémophiles, il y avait un anticoagulant. Donc, par exemple, que les éléments en rouge, ils étaient présents en plus grande quantité, et que c'était pour ça que les gens saignaient. Mais en fait, finalement, on s'est rendu compte, c'est les expériences de Patek et Taylor en 1937, sur la diapositive suivante, qu'en fait, il manquait plutôt un facteur procoagulant, qui est le facteur 8, qui est indiqué par une flèche jaune dans l'hémophilie A, et le facteur 9 dans l'hémophilie B, puisqu'en fait, on s'est rendu compte en plus qu'il y avait deux types d'hémophilie. D'accord. Et le fait que ces facteurs soient absents font que le sang va moins coaguler, ne va pas coaguler correctement. En revanche, ils ne sont pas systématiquement complètement absents. Il y a des niveaux de concentration qui peuvent varier en fonction des personnes. Tout à fait. S'ils sont totalement absents, c'est une hémophilie qu'on dit sévère. Maintenant, normalement, vous avez quelqu'un de sain à 100%, soit de facteur 8, soit de facteur 9. Si vous avez 0%, vous êtes atteint d'hémophilie sévère. Si vous avez entre 1 et 5% de facteur 8 ou 9 résiduels, vous êtes atteint d'hémophilie modérée. Et si vous avez entre 5 et 40% de facteur 8 ou de facteur 9 résiduels, vous êtes atteint d'hémophilie mineure. D'accord. Donc, une fois qu'on a découvert l'existence de ces deux types d'hémophilie, qu'on a compris la cascade de coagulation, on a eu les moyens de mettre au point des traitements plus efficaces. Parce qu'il faut bien le dire, avant de comprendre tout ça, les traitements étaient quand même plutôt pas vraiment les meilleurs qui soient. Il y a eu des traitements extrêmement exotiques qui ont été mis en place dans l'hémophilie. Sur la diapositive suivante, j'en ai mis quelques essais. Vous voyez, dans les années 1800, on a essayé de la transfusion sanguine. Alors, à l'époque, on avait utilisé un agneau, parce que l'agneau, c'était un symbole de pureté. Bon, évidemment, ça n'a pas marché. Après, on est passé à 1840, vous voyez, des essais de transfusion sanguine entre humains. Sauf qu'on ne connaissait absolument pas les groupes sanguins, puisque les groupes sanguins ont été découverts en 1900-1901, donc c'est pareil, ça ne marchait pas non plus. Et après, il y a eu d'autres choses plutôt exotiques. Donc c'est vraiment à partir de, je dirais, entre 1900, donc la découverte des groupes sanguins, et 1950, où là, on a commencé à faire des transfusions d'homme à homme. Mais en fait, une transfusion sanguine, ça ne marche pas non plus.
parce que la concentration en facteur de la coagulation, elle est beaucoup trop faible dans le sang. Donc il faudrait être capable de transfuser des litres de sang à une personne. Ça ne marche pas bien, quoi, en fait. Oui, parce que le cœur, du coup, ne fonctionne plus correctement, et n'arrive pas à pomper le volume, enfin, il n'est pas adapté à un tel volume de sang. Il ne peut pas être adapté à un tel volume de sang, donc une transfusion sanguine, ça ne marche pas. Donc c'est vraiment dans les années 60, où effectivement une chercheuse américaine qui s'appelle Judith Graham Poole a trouvé, elle a découvert que, quand elle décongelait du plasma, vous savez, le plasma, c'est le liquide dans lequel baignent les cellules sanguines, quand elle décongèle du plasma à froid, eh bien, il se passe un précipité, donc un cryoprécipité, le précipité à froid, où sont concentrés les facteurs de la coagulation. Ça a vraiment révolutionné la prise en charge des patients parce qu'on a pu leur injecter ce concentré de facteurs. Et là, enfin, on a pu, par exemple, pratiquer des chirurgies chez les patients hémophiles, ce qui était totalement impossible jusqu'à là, quoi. Donc là, on parle des années 60. Donc des années 1960. Relativement récent. Oui. Et à partir de là, on a réussi à mettre au point des protocoles pour améliorer de plus en plus les traitements. On a lyophilisé les facteurs qu'on était capable de concentrer, ce qui n'a pas été sans problème. Malheureusement, non, puisque effectivement, dans les années 70-80, là, on a vraiment réussi à concentrer les facteurs, mais on le faisait à partir de milliers de dons de sang venant de milliers de donneurs différents. Et ça aboutit malheureusement au scandale du sang contaminé, et vous en avez peut-être entendu parler, puisque les patients hémophiles ont été contaminés par les virus de l'hépatite C et évidemment du HIV. Et sur la diapositive suivante, c'est mentionné vraiment... il y a eu, vous voyez, 23% des patients hémophiles qui ont été, 45% des hémophiles sévères français ont été contaminés, donc quasiment 50%. Et il y a eu en France, alors que c'est une population qui n'est pas si énorme que ça, il y a environ entre 6 et 7 000 patients hémophiles. À l'époque, il y en avait moins, mais il y en a plus de 1000 qui sont décédés. Et dans le monde entier, il y a eu des milliers de décès de patients hémophiles. Et aujourd'hui, on va parler maintenant des traitements actuels, parce qu'il y a eu une véritable révolution ces dernières années dans la prise en charge de l'hémophilie grâce à de nouveaux traitements. On n'est plus sur la même approche, en tout cas plus uniquement sur la même approche. Il ne s'agit plus seulement de complémenter les facteurs qui sont absents, mais bien de tester d'autres prises en charge. Je vous laisse nous en parler, parce que vous, dans votre laboratoire, d'ailleurs, vous travaillez à la recherche fondamentale qui va permettre de mettre au point ces nouveaux traitements. Tout à fait. Effectivement, pendant des années, on a fait ce qu'on appelait une thérapie de remplacement. Il leur manquait du facteur 8 ou du facteur 9, donc en fait, on leur a apporté. Sauf que ça ne peut pas se faire sous forme d'un médicament comme ça qu'on avale. Hein. Ce sont des transfusions, enfin des injections intraveineuses 3 fois par semaine. Donc ce sont des traitements lourds. Donc ça a été comme ça pendant des années, jusqu'à environ une dizaine d'années. Et là, il y a eu d'énormes bouleversements. On peut voir la plaque suivante. D'abord, il y a eu effectivement, on a fait des concentrés de facteur 8 ou de facteur 9 qui restaient plus longtemps dans la circulation. Et ça, effectivement, nous, dans notre laboratoire, on a travaillé à comprendre comment ces facteurs disparaissaient, comme ça, étaient catabolisés par l'organisme. Et en travaillant sur ce sujet-là, petit à petit, ces recherches ont permis aussi de créer des concentrés de facteur 8 qui avaient des durées de vie plus longues. Quoi, en fait. Ce qui permet d'espacer les injections, ce qui est un confort pour les C'était au lieu d'avoir 3 patients. injections par semaine, par exemple, les patients n'ont plus qu'à s'injecter 1 fois par semaine. Ça change tout au niveau de la qualité de vie, parce que sinon il faut partir en vacances toujours avec ces concentrés, ces boîtes de froid, parce que tout ça se conserve au froid. Donc vous imaginez toute la logistique et l'infrastructure qu'il faut mettre en place pour se traiter comme ça régulièrement, c'est très très contraignant. Et ça, c'est un des traitements qui a été mis en place depuis une quinzaine d'années. Et maintenant, on a même encore bien mieux, enfin ça dépend bien sûr de quel point de vue on se place, mais on a aussi des anticorps, donc une immunothérapie qui va mimer l'action des facteurs de la coagulation. Et là, ça révolutionne encore plus les choses, puisqu'on n'est plus sous la forme d'injections intraveineuses, mais des injections sous-cutanées, qu'on peut faire 1 fois par semaine ou 1 fois par mois. Donc, et maintenant aussi, il y a également la thérapie génique. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant. On peut faire quasiment de la médecine personnalisée
pour les patients. Oui, la thérapie génique, l'idée c'est d'aller importer les gènes qui ne sont pas là ou qui sont déficients, qui ne sont pas fonctionnels en tout cas, ou qui sont déficients, pour que les taux d'expression redeviennent les mêmes que chez un patient. Mais vous me disiez que ce n'est pas encore tout à fait bien accepté par les patients, parce que justement les autres traitements sont très efficaces, et la thérapie génique, pour l'instant... La thérapie génique, même si ce sera le seul traitement curatif, puisque là ça soignerait complètement le patient, il n'aurait plus à se traiter, pour l'instant on n'est pas encore totalement au point, donc il y a encore du travail à faire, et c'est pour ça que les patients, comme il y a d'autres traitements efficaces, ils préfèrent encore les autres traitements. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors il va nous rester 5 petites minutes. 5 petites minutes. Si vous avez des questions dans la salle, on va faire passer des micros. N'hésitez pas à vous lever la main. Donc là, il y a un monsieur. Regardez, il y a une hôtesse juste à côté de vous. Parlez bien dans le micro. C'est à vous. Est-ce que le taux de plaquettes dans le sang, dans les analyses de sang, a un rapport avec l'hémophilie ou des risques d'hémophilie? J'ai entendu récemment que le taux maximal était passé de 400 à 450. Bon. Alors, le taux de plaquettes, effectivement, n'a rien à voir avec l'hémophilie. Moi, j'étais encore restée sur effectivement les taux normaux entre 150 et 400 gigas par litre, mais bon, voilà, si vous avez entendu 450, peut-être que c'est sans doute le cas. Mais non, ça n'a pas de rapport avec l'hémophilie. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Si, monsieur? On va vous apporter un micro. Je vous en prie. Vous n'avez pas évoqué le NovoSeven? Non, parce que effectivement, il y a tellement de traitements que c'était difficile de parler de tout. Mais le NovoSeven était vraiment, qui est du facteur 7 activé. C'est principalement réservé aux patients qui avaient développé des anticorps inhibiteurs contre le traitement, parce que voilà, on les traitait par du facteur 8 ou du facteur 9, mais certains développaient des anticorps contre le traitement qu'on leur administrait. Donc en fait, le traitement était complètement rendu inefficace. Donc à ce moment-là, on les traitait par le facteur 7 activé, le NovoSeven dont vous parliez. Maintenant, avec le traitement par emicizumab, qui est ce fameux anticorps qui va mimer l'action du facteur 8, en tout cas pour l'hémophilie A, maintenant c'est le traitement qui est appliqué préférentiellement, effectivement, aux patients qui avaient développé un inhibiteur. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, écoutez, merci beaucoup. Merci pour toutes ces explications. Merci à vous deux. Cette session est maintenant terminée. On va se retrouver dans quelques instants avec une très belle table ronde sur un tout autre sujet. On va voir comment une innovation technique devient concrètement un soin pour le patient. À tout à l'heure.